nous avons vu l'objet de l'exécution, donc les modalités de l'exécution. On a vu comment on détermine dans les grands principes ce qui doit être exécuté et ce qui peut ne pas être exécuté. Nous pouvons maintenant aborder chapitre 2, le mode de l'exécution, c'est-à-dire les techniques d'exécution du droit international. Alors la question des techniques d'exécution du droit international fait apparaître une problématique spécifique qui est celle des rapports entre le droit international et le droit interne, et donc du rôle qui peut être dévolu au droit de l'État, au droit interne, dans l'exécution du droit international. Mais il fait apparaître aussi le problème de l'administration de l'exécution du droit international. C'est la première question qu'il faut aborder, section première, l'administration de l'exécution du droit international. Comme tout droit, le droit international a une dimension bureaucratique, une dimension d'administration de l'exécution, une dimension qui est d'abord et pour l'essentiel laissée à chaque sujet, notamment à chaque État. Le droit international est d'abord l'affaire de chaque personne concernée qui gère son administration, et l'administration centralisée, notamment par une organisation internationale, est plutôt l'exception. Paragraphe premier, l'administration décentralisée de l'exécution, le rôle des intéressés, des personnes intéressées, notamment le rôle des États. Le principe général est la liberté des techniques d'exécution. Chaque débiteur de l'obligation internationale, État, organisation internationale, particulier, organise, comme il l'entend, la façon par laquelle il s'assure de l'exécution des obligations internationales. C'est un principe qui, évidemment, a une portée particulière pour l'État. Car l'État, c'est le souverain territorial, c'est celui qui a l'exclusivité de la puissance publique sur le territoire. Et c'est donc à partir de son territoire et dans les limites de son territoire qu'il surveille l'exécution du droit international, à la fois la sienne propre et l'exécution de ses pairs. Ce qui veut dire que chaque État a le droit d'observer à partir de son territoire, y compris par la voie sismographique, il peut observer à partir de son territoire le comportement des autres États. Donc ça n'autorise évidemment pas des activités de puissance publique un territoire étranger. Au contraire, elles sont proscrites. C'est dans le territoire. Également à partir des espaces internationaux, notamment l'observation par satellite, ce qu'on appelle la téléobservation, l'observation à distance par satellite. Ces principes généraux peuvent être organisés par des régimes de coopération, par des régimes conventionnels, spéciaux, à des degrés différents. On peut imaginer le degré minimum, qui est celui qu'on appelle de la non-interférence, notamment dans le domaine militaire, c'est-à-dire que chaque État s'engage à faciliter l'observation de son territoire, à ne pas interférer, ne pas brouiller l'observation extérieure, à ne pas camoufler les sites, à ne pas cacher les sites militaires. Il s'engage à se rendre visible, ce qui est une façon de créer aussi la confiance entre les partenaires. Chacun voit plus facilement ce qui se passe chez l'autre, et donc ça garantit la confiance et la bonne exécution des engagements internationaux. On trouve cela dans le domaine militaire. On trouve également des techniques plus sophistiquées, comme les techniques d'enquête bilatérale, d'enquête conjointe. Ça permet, en cas de difficulté ou par des examens de routine, de faire des vérifications communes, des contrôles communs, avec un procès verbal commun, ce qui, là encore, est de nature à renforcer la confiance entre les partenaires. Enfin, l'hypothèse un peu plus importante, sans encore créer une organisation internationale, c'est celle de la gestion en commun par ce qu'on appelle précisément un organe commun. C'est l'hypothèse des commissions mixtes,
Par exemple, la commission franco-italienne relative au fonctionnement du Mont Blanc, par laquelle un représentant italien et un représentant français exercent ensemble l'administration de l'exécution des engagements entre les deux pays relatifs au Mont Blanc, au tunnel sous le Mont Blanc. Relatifs au tunnel sous le Mont Blanc. Voilà les hypothèses d'administration décentralisée, y compris jusqu'à l'hypothèse de la création d'un organe commun dans lequel les représentants étatiques siègent ensemble. À l'opposé, par exception, on peut mettre en place une administration centralisée, paragraphe 2, l'administration centralisée de l'exécution, le rôle des organisations internationales. C'est un rôle exceptionnel, au sens où ce n'est pas la règle de l'exécution décentralisée, mais c'est un rôle essentiel, important dans la pratique internationale. Il peut y avoir deux types d'administration centralisée. D'abord, l'organisation internationale peut administrer elle-même l'exécution des engagements internationaux. On est vraiment dans l'hypothèse où on crée une administration internationale qui, entre guillemets, se substitue ou s'ajoute, si l'on veut, aux administrations nationales, mais qui opère directement elle-même. C'est une figure assez rare dans le domaine général. L'Organisation des Nations Unies a un répertoire public des traités, c'est l'administration de la publicité des traités, a un répertoire public pour l'immatriculation des engins spatiaux, donc une publicité aussi pour les engins spatiaux, mais c'est des rôles assez limités. En revanche, les organisations techniques peuvent, elles, avoir un rôle d'administration directe, à la place, entre guillemets, des administrations étatiques, plus important. On le trouve dans le cadre des télécommunications, pour la répartition notamment des fréquences. On le trouve dans le domaine satellitaire. Les organisations peuvent contrôler les satellites, voire en être propriétaires dans certains cas. Dans l'organisation, dans la gestion de la circulation sous les fleuves internationaux, le cas de la Commission de la navigation sur le Rhin, par exemple, ou dans le domaine météorologique encore. Donc on trouve dans ces domaines techniques, il y en a beaucoup, on trouve des hypothèses dans lesquelles c'est ensemble, les États créent un appareil administratif commun qui mène lui-même les tâches d'exécution. Mais dans les autres hypothèses, qui restent importantes et fréquentes, l'administration surveille en réalité ou assiste les États qui, eux, exécutent les obligations internationales. C'est pas l'administration internationale qui exécute, l'administration internationale participe à une exécution qui reste une exécution nationale. Il y a deux cas de figure. Il y a d'abord le cas de figure de la surveillance. L'administration internationale surveille les États. Alors on connaît notamment dans le domaine des droits de l'homme, notamment au sein des Nations Unies, ces examens par l'Organisation des Nations Unies, des rapports soumis par les États ou des situations de les différents États membres. Et donc par ce système de rapports, ce système avec forte teneur diplomatique, mais aussi avec une forte teneur d'expertise juridique, l'Organisation des Nations Unies surveille l'exécution des traités relatifs aux droits de l'homme, indépendamment des hypothèses contentieuses. On trouve également une fonction très importante, stratégique, exercée par l'Agence internationale de l'énergie atomique pour surveiller les installations nucléaires, à la fois sous l'angle civil et sous l'angle de la réduction des risques de prolifération de l'arme nucléaire. On connaît également le cas plus indirect et pourtant plus pressant encore du Fonds monétaire international, des institutions financières internationales en général, qui accordent des prêts en échange d'engagements étatiques et peuvent suspendre les tranches successives des prêts si l'État ne respecte pas ses engagements. Donc il contrôle et exerce une très forte pression sur les États
par l'échelonnement des différentes tranches des prêts, ce qui se révèle être un système de contrôle efficace. Efficace du point de vue de l'organisation internationale, bien entendu. Une dernière hypothèse plus singulière, c'est celle dans laquelle l'organisation internationale assiste les États dans l'exécution des engagements internationaux. Une fonction d'assistance, à proprement parler. Hors des hypothèses qui peuvent se rattacher aux différences de développement ou de situation technologique entre les États, on vise ici l'hypothèse du fonctionnement de l'Organisation mondiale du commerce qui a mis en place tout un système de règlement des différends au sein de l'Organisation mondiale du commerce, avec 2 degrés de juridiction, avec des groupes spéciaux d'abord, un organe d'appel ensuite, et ce système de règlement des différends a en réalité pour fonction non pas d'attribuer, de condamner des États à réparer des préjudices, non pas de gérer des responsabilités, mais de permettre le retour à la bonne exécution des accords internationaux. La fonction très originale de ce système complexe, et avec des procédures contradictoires, qu'on dit souvent quasi juridictionnelles, de règlement des différends, ce système aboutit en réalité, au bout du compte, à ce que les États lésés par une mesure contraire au droit de l'OMC puissent adopter à leur tour des mesures qui permettront de rétablir l'équilibre commercial. Donc l'objectif de ce système complexe et très technique de règlement des différends est en définitive d'assister les États dans l'exécution des accords commerciaux internationaux et de permettre une exécution équilibrée de ces accords.